J'ai acheté une ring light, je crois que j'ai payé ça 20 €. Je faisais le montage avec mon téléphone et c'est tout. Juste pour la production, en vrai, j'ai pas eu trop de dépenses. Je trouve que c'est bien aussi de partager des petites réussites, ce qu'on peut faire aussi à côté d'un travail ou à côté des études, sans forcément beaucoup de budget. Bon, c'est pas des résultats extraordinaires non plus, mais c'est faisable, quoi. Moi, par exemple, le e-commerce, ça me passionne vraiment. Je le vois même pas comme un travail, comme quelque chose qui me demande des efforts pour le faire, quoi. Salut Elisabetta et bienvenue de nouveau sur le Rendez-vous Marketing, un podcast que tu connais bien parce que tu es déjà venu. Donc tu fais partie Et oui. des rares personnes dans ce podcast à revenir une deuxième fois faire un épisode. Donc il y a quelques mois, tu nous avais parlé d'un des comptes que tu gères chez nous et que tu avais scalé grâce à notamment la créa et ton accompagnement sur la gestion des campagnes. Aujourd'hui, tu viens pour nous parler de ta marque. C'est ça. Envie de t'avoir et est-ce que tu peux peut-être te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Déjà, merci de m'avoir réinvitée. En Et vrai. sinon, je me présente rapidement. Moi, c'est Elisabetta, j'ai 22 ans. Je suis en alternance chez DHS depuis plus d'1 an maintenant. Et voilà, à côté de ça, en octobre, j'ai lancé un e-commerce. Enfin, j'ai relancé un e-commerce. Et justement, ça sera le sujet du podcast d'aujourd'hui. C'est le sujet du jour, c'est clair. Donc tu disais que tu as relancé un e-commerce, ça veut dire que quoi, il existait déjà avant? C'est ça, en fait, c'était un projet que j'avais lancé déjà quand j'avais 19 ans, je crois, avec des amis. Donc ça faisait quelques années. Après, je l'avais mis en pause. Je l'ai mis en pause pendant plusieurs années. Et après, en octobre, j'ai décidé de le relancer toute seule. Ok. Tu peux nous en dire un peu plus sur le projet, sur voilà, d'où est venue l'idée, comment tu l'as construit, est-ce que ça date un peu maintenant? Et puis après, on Ouais, bien parlera sûr. de relancer. En fait, l'idée, elle est née un peu. Il y a deux choses qui ont fait naître l'idée. D'abord, c'était j'avais un groupe, en fait, on était 5 amis où on s'intéressait pas mal au e-commerce. Donc là, c'était en 2020-2021. Ok. Et on avait testé un peu tous de notre côté un peu d'e-commerce en dropshipping. C'était un peu la mode vers cette année-là. Et on se partageait toujours les résultats. Donc, par exemple, quand on faisait des ventes sur certains produits, on les partageait. Et du coup, on s'était dit, voilà, pourquoi on fait pas un projet e-commerce, mais vraiment avec une marque où on garde nos produits, nous, pour assurer une livraison rapide. Donc, on s'est tous motivés. Et là, elle a commencé un peu la recherche du produit. Et à ce moment-là, je parlais pas mal, parce qu'on était 2 filles et 3 garçons. Je parlais pas mal avec la fille du groupe je lui parlais de problèmes d'acné. Et en fait, elle m'avait partagé, elle utilisait déjà en fait des cotons réutilisables en microfibre, donc qui permettent de se démaquiller juste avec de l'eau. Et donc j'ai testé, elle me les a donnés, donc j'ai testé ça et j'étais assez surprise parce que voilà, quand on te dit on peut se démaquiller juste avec de l'eau, la première réaction c'est que tu y crois pas. Donc j'ai testé ça et après on a commencé à chercher s'il y avait quelqu'un en France qui le faisait en e-commerce. Il n'y en avait pas en 2020. Ok. Donc on s'est dit, les go, on a un produit qui est un peu révolutionnaire, voilà, comme je disais, pour se démaquiller juste avec de l'eau. Voilà, on a convaincu les 3 autres et on a lancé ça. Donc ça, c'était 2021, si je me trompe pas. C'était Ah ouais, juste d'accord, après le c'était confinement. vraiment après le confinement. C'est Et ça. comment ça s'est passé justement pour pour la création du produit, pour la création de la marque, du site web? C'était quoi un peu les Alors, objectifs? euh, du coup, pour la création du produit, on a fait appel à une entreprise qui développait ce genre de produit. On a demandé de faire vraiment, voilà, avec notre marque écrite, donc d'Armalia, la couleur de la marque. On est plutôt sur des tons roses, donc on a voulu faire en fait, c'est une forme de carré démaquillant, donc un carré avec un côté rose, un côté blanc, pour rester avec l'univers de la marque. Et après, voilà, il y a eu toute la recherche du carton. On a ajouté quelques produits, le sachet de lavage, un bandeau pour se démaquiller, pour tenir les cheveux. Donc là, c'était la première étape, c'était chercher tous ces produits. Et donc ça, c'est en contactant une entreprise qui pouvait nous les fournir. Et ensuite, après, pour le site web, moi, je venais de commencer une école de marketing
et la fille qui était avec nous avait fait cette même école. C'est elle qui m'a fait découvrir l'école. Donc, elle savait comment faire un site. Donc, on a commencé avec un site fait, je crois que c'était WordPress. Non, à la base, c'était Shopify. Après, on était passé sur WordPress. Et voilà, on a commencé comme ça. Ok, je comprends. Ok. C'est vrai qu'il y a tellement de trucs qu'on pourrait raconter sur le lancement, le démarrage d'une marque, mais justement aujourd'hui, je voulais reparler du relancement d'une marque. Donc, c'est-à-dire quand tu l'as arrêté, parce qu'en fait, et je pense que c'est ça que tu n'as pas forcément précisé, c'est en quelques mois, vous avez réussi quand même à avoir pas mal de clientes. Peut-être revenir là-dessus avant d'expliquer pourquoi Ouais. tu as arrêté et en fait, pourquoi. Ouais, bien sûr. En fait, on a fait pas mal d'erreurs sur le lancement. On a misé beaucoup sur le marketing d'influence. Et du coup, une chose qui était bien, c'est qu'on a commencé par des micro-influenceurs. Donc, en fait, des personnes à peu près à 10 000 abonnés sur Instagram, qui, en fait, on les rémunérait, on leur donnait un code promo et on les rémunérait pour chaque utilisation de ce code promo. Donc, Ouais. elles, ça les incitait à faire du contenu avec ce code promo. Et donc, ça nous faisait gagner en visibilité. Donc, c'était du gagnant-gagnant. Et ça, c'était ce qui nous faisait un plus petit volume d'achat, mais qui était le plus rentable. Et ensuite, à côté de ça, c'est là qu'on a fait l'erreur, c'est qu'on a on a beaucoup misé sur des gros influenceurs. Et donc, ça coûtait, bien sûr, ça coûtait beaucoup plus cher. On a fait, par exemple, je ne sais pas si tu connais, Daniela Martin, Alexia Mori, Stéphanie Durand. Donc, ça, c'était des grosses influenceuses. Ok. Et qui nous ont permis d'avoir, du coup, une grande base de clientes, mais qui n'étaient pas forcément rentables avec le budget qu'on les payait. Est-ce que tu peux donner un ordre d'idée sur les prix et sur justement le retour sur. Ouais, la plus chère, c'était pas. Après, je sais pas. Après, je donne un ordre d'idée. C'est à peu près une story. C'était la plus chère, c'était 3 000 euros. 3 000 euros une story. Si on voulait rajouter un rappel, c'est juste une story le lendemain avec rappel du code promo. C'était 3 500. Ça, c'était la plus chère. Ouais. Et la moins chère, c'était 1 500 euros une story. Et ça, c'était en 2021, par contre. Je sais pas si ça a changé entre-temps. J'ai l'impression que c'était finalement des gros montants. Il y a des marques qui réfléchiraient à deux fois, donc des plus grosses marques avant de mettre ces budgets-là. Donc là, vous les avez mis sur quelques grosses influenceuses, parce que c'est un produit pour femmes, voilà, les démaquillants. Est-ce que derrière, financièrement, puisque tu arrivais au moins à récupérer ta mise, ou même là, c'était Ouais, pas en gagné? fait, en fait, une même influenceuse pouvait être rentable une fois, très, très rentable même une première fois, et la deuxième fois être pas du tout rentable. Donc, je pense que c'est une stratégie qui était bien sur un long terme si on en prenait plusieurs, mais comme nous, on misait à chaque fois une fois sur une seule influenceuse, c'était pas, c'était pas D'accord. rentable pour nous, et c'est là qu'on a un peu, c'est l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on a trop misé sur un gros budget au début, alors qu'on n'avait pas forcément de trésor. Ah, je Et comprends. ça a été l'erreur qui nous a démotivés et qui nous a fait arrêter le projet, quoi. Oui, parce qu'en fait, vous investissez du budget, vous génériez à peine assez de chiffre d'affaires pour compenser, et en fait, la trésorerie était toujours à zéro, voire même un peu moins. Ça dépendait. Il y avait, par exemple, une influenceuse, on était vraiment très rentable. Et Ouais. du coup, ça nous poussait à en prendre des nouvelles. Et par exemple, celle d'après, on n'était plus du tout rentable. Et du coup, là, c'était compliqué, quoi. Et quand tu y penses, celle qui était rentable, est-ce que vous auriez pu exploiter davantage la collaboration, enfin, pardon, C'est ce qu'on avait dit. Donc, c'est ce que je te dis. En fait, c'est parfois une même influenceuse. On l'avait pris ouais. une fois très rentable, la deuxième fois, pas du tout. Donc, Ah, je c'était comprends. aussi très instable, en fait. Donc, c'était dur à prévoir, de te dire, OK, c'est un peu comme la pub, tu sais, OK, cette pub-là, elle marche bien, sur cette On essaye audience. de la décliner et peut-être que, ouais, elle marche pas Exactement. aussi Là, ça bien. marche pas C'est aussi ça. bien. OK, j'ai compris. Et donc, du coup, là, tu es surtout dans une situation, je pense en 2021, peut-être même 2022, je sais pas. C'est nous, on s'est connus fin 2022, où tu arrêtes ton projet. Qu'est-ce qui a fait que vous l'avez arrêté? Ouais, on a arrêté le projet, je crois, fin 2021, si je me trompe OK. pas. Et là, c'est ce que je te disais. En fait, on a fait trop d'erreurs. Ça veut dire qu'on a mis trop de budget, je dirais un peu mal. Après, voilà, on débutait tous, donc je pense que c'est un peu normal aussi de faire des erreurs. Mais ça nous a démotivés. On n'avait pas assez de trésor pour continuer. Enfin, on voulait pas continuer à investir de l'argent sur ce projet. Et donc, on a décidé tous d'arrêter et chacun a repris un peu des projets de leur côté. J'ai compris. OK, d'accord.
Et donc moi, là, je crois que j'avais 19 ans. Donc à ce moment-là, je me sentais pas non plus de reprendre j'avais 20 ans, je crois. Je me sentais pas de reprendre le projet toute seule. Ok, d'accord. Ouais, tu n'étais pas à l'aise de reprendre toute seule. Donc tu Ouais, t'es dit. Et là, sur le coup, tu n'as plus rien fait. Tu as laissé la marque un peu mourir en quelque ouais, sorte. je l'ai laissé, on l'a laissé comme ça. Ok, On avait d'accord. encore du stock, encore le site. On avait stoppé, on avait mis en pause le site, Ok. mais on l'a laissé euh, un peu tourner dans le vide, ouais. Ok. Du coup, arrive l'année 2023. Donc, l'année 2023, bah, tu commences ton alternance chez nous, tu découvres les Facebook Ads, tu vois que bah, rapidement, tu apprends le métier et que ça te plaît. Et tu penses, tu nous dis au courant du mois d'avril, mai, juin, bah, que tu vas relancer la marque. Euh, Déjà, bah, qu'est-ce qui t'a donné envie finalement qui t'a motivé, pardon, de relancer ta marque sur le côté. Et puis après, on parlera bah, de la stratégie que tu as mis en place pour la relancer, parce que je trouve que c'était plutôt intéressant, puisque tu l'as fait, bah, comme ceux qui nous écoutent peuvent l'entendre, bah, en plus de l'alternance et des études. Ouais, bah du coup, en fait, je voulais absolument relancer un e-commerce parce que ça me passionne beaucoup. Et je commençais à avoir de plus en plus de notions, on va dire, en marketing digital parce que j'ai fait 2 années du coup de licence et master 1, les 2 années où j'avais plus d'Armalia. Donc j'ai appris pas mal de choses. Après, j'avais fait une alternance où je créais des sites internet et je faisais un peu de référencement. Donc j'avais aussi ces notions-là. Et j'ai intégré DHS au mois de janvier. Et en quelques mois, j'ai appris beaucoup sur tout ce qui est Facebook et Google Ads. Donc je me suis dit, voilà, là, j'ai pas mal de connaissances. Je veux absolument relancer un e-commerce. Je savais que ça, c'était un projet que j'ai beaucoup aimé parce que c'était mon tout premier. J'aimais beaucoup le produit. J'avais encore un peu de stock. Donc ça c'est déjà une grande aide. Et à ce moment-là, en fait, on a eu un cours sur le crowdfunding. Et moi, je connaissais pas trop ça. Donc, quand j'ai compris ce que c'était, je me suis dit, voilà, c'est exactement ce qu'il me faut pour relancer Darmalia, quoi. Ok, ok. Et C'est c'est vrai que comme ça qu'est née l'idée. normalement, le crowdfunding, c'est plutôt bah, quand tu démarres, tu n'as jamais vraiment bah, vendu ton produit, ou en tout cas très peu, et, bah, en fait, et aussi que tu as besoin de fonds. Et ça, c'est une bonne chose, que le crowdfunding te permet de financer ton lancement et une partie de ta croissance, et en plus de faire de la notoriété de marque, puisque les gens vont te découvrir. Il va y avoir un effet un peu viralité, bouche à oreille. Donc, je trouve que c'est un peu le meilleur des deux mondes, parce que ça, vraiment, c'est super comme approche, et tu gardes totalement l'actionnariat sur ta boîte. Et donc, ok, tu t'écoutes le crowdfunding. Et puis, que se passe-t-il? Tu te dis, tu vas lancer une campagne de crowdfunding? Ouais, c'est ça. Mais en fait, le cours pour l'école, c'était simuler une campagne de crowdfunding. Ah Donc, oui, c'était en groupe et les personnes de mon groupe savaient que je voulais relancer Darmalia. Donc, on ok, s'est dit, allez, c'est parti, on se lance sur ça. Et là, ça a été une semaine où on a travaillé que sur ça. ok, Donc, la plupart du temps, c'était pour créer la vidéo de Ulule, donc la ouais. plateforme pour les campagnes de crowdfunding. Et c'est celle que je vous avais montrée au team building en J'allais dire. avril. Et donc ça, c'est vrai que Voilà. tu avais une semaine intensive au mois de mai. Donc la semaine intensive, je me rappelle maintenant, elle avait servi en fait à préparer, on va dire, la stratégie du crowdfunding que tu as C'est ensuite ça. mis en question. Et là, voilà, après le cours, en fait, je me suis dit, soit je le laisse en cours et c'est juste une note, soit je le lance réellement. Et après, je me suis motivée à le lancer, quoi. C'est vrai que c'est fou, c'est que, enfin, moi, je me rappelle en cours, j'avais jamais des trucs pareils. Enfin, souvent, c'était souvent des projets qui rarement se concrétisaient en vrai. Et tu sais, il y a une marque qui s'appelle Casidomi. Je sais pas si tu les connais. Je connais C'est pas. c'est un site en ligne où tu retrouves bah, des nombreux produits bio. Et Ok. ils ont un système d'adhérence où quand tu deviens abonné, ben, tu peux acheter sur leur site et avoir des prix plus intéressants. Si je te dis pas de bêtises, c'est un peu le système. Et la Ok, personne qui a je, je, créé cette je marque-là, regarderai après. yes, la personne qui a créé cette marque-là, elle l'a fait bah, justement comme un projet de fin d'études. Et aujourd'hui, c'est une marque qui vaut, je pense, plusieurs dizaines de millions d'euros parce que c'est un gros truc, ça existe depuis 6 7 ans. Et ils ont vraiment beaucoup de marques de produits bio. Ils ont aussi également créé leur marque en propre. Donc au départ, ils sont distributeurs et puis après, ils ont créé leur marque en propre. Ils ont levé des fonds. Enfin, juste pour te dire que tu peux aussi prendre un Ok, projet. ouais. Et Bah, j'espère que ce sera le cas de Darmalia. c'est possible, c'est possible. Toi, tu as 22 ans, donc tu as toute la vie devant toi. Donc c'est vrai que je te fais le parallèle pour te dire que tu peux
vraiment avoir quelque chose, un projet de fin d'études ou un projet pour un cours en particulier et en faire quelque chose de grand. Et c'est ça que moi j'ai beaucoup aimé en fait dans ce que tu nous avais montré l'année passée, qui était quelque chose que tu as préparé, pas seul évidemment, avec d'autres personnes avec qui tu étais en Du cours, groupe, ouais, de la classe. de groupe, pardon, de classe. Et après, que tu as que tu as réellement mis en place. Et après, on va parler des résultats. Peut-être, je sais pas quel chiffre tu peux noter. Mais c'est intéressant en tout cas. Et du coup, je veux bien que tu peut-être nous expliques un peu, globalement, c'était quoi un peu les grandes lignes de ta stratégie. Donc, quand je parle de stratégie, je pense évidemment aux leviers que tu allais activer, aux messages. En fait, tout ce Ouais, qui peut dire la stratégie de crowdfunding, le début de la campagne, le milieu après. ouais, en fait, j'avais prévu de la faire en plusieurs phases. Ouais, les bases. Donc, il y avait déjà la phase de teasing. Et c'est là que j'ai fait une erreur, en fait. C'est que ma phase de teasing, je l'avais prévue que sur une semaine. Donc, et je me suis rendu compte que c'était trop court. Je pense qu'il faut la faire minimum sur 2 semaines. Et parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais pas assez chauffé mon audience en disant voilà, je suis bientôt de retour, restez Ok. connectés. Alors que cette étape est super importante et je l'ai écouté pas mal après sur des podcasts, sur des personnes qui avaient lancé aussi des campagnes de crowdfunding Ouais. qui disaient vraiment que cette étape était essentielle en fait. Et je l'ai un peu négligée. Donc ça, c'était une erreur que j'ai fait. Mais voilà, j'ai fait pendant 7 jours la phase de teasing où Ok. je communiquais surtout sur Instagram et TikTok et un peu sur LinkedIn avec mon profil perso. Mais c'était surtout Instagram et TikTok. Ensuite, l'étape 2, c'était le lancement où je communiquais en fait voilà le lancement de ma campagne de crowdfunding. Et là, c'est les mêmes réseaux sociaux pendant une dizaine de jours. Ok. Ensuite, les 10 jours suivants, c'était la campagne un peu le post-lancement, donc assez calme. Mais ici, je savais que ça stagnait pas mal. Tous ceux qui avaient lancé des campagnes de crowdfunding disaient la même chose, donc ça m'étonnait pas. Et le plus important, c'est voilà, la fin de la campagne, donc les 10 derniers jours, où j'ai commencé à communiquer, voilà, dernière chance pour pouvoir nous aider à lancer la production et pour précommander nos produits, en fait. Ok. Et ça, c'était un peu les 4 étapes de la campagne. J'ai compris. Et du coup, tu penses que l'étape 1 de teasing, elle n'était pas assez longue et assez importante et assez dense pour Ouais, nourrir c'est la phase ça. de lancement? En fait, je me dis, je pense que pas toute l'audience que je ciblais était au courant que j'étais bientôt de retour. Alors que je pense que c'est super important. Et c'est cette étape que j'ai ratée. Après, voilà, c'était pas une grosse campagne non plus de crowdfunding comme on a l'habitude de voir. Ouais. Mais même si c'était... je pouvais faire mieux dans ce stade, quoi. Ouais, mais tu sais, j'ai parlé avec un de nos clients, tu connais Bleu de Paris, donc Raphaël, et il m'a expliqué que, Oui, évidemment, leur crowdfunding aux USA, bon, sur le coup, ils avaient plus de moyens et de personnes qui pouvaient bosser sur le projet, mais c'est qu'ils ont cherché à récolter un maximum d'adresses email, parce qu'en c'est fait, ça. la récolte d'email, elle est très importante. Alors, sur le coup, toi, à ton échelle, tu as fait des posts sur les réseaux, sur ton profil LinkedIn, sur TikTok, sur Instagram. Je pense que tu avais également une base de clients que tu as pu réactiver, C'est mais ça ça. fait pas tout. C'était des posts, ça crée un peu de visibilité, mais comme tu sais, il y a des messages marketing à longueur de journée, donc on oublie Voilà. vite. Et surtout, l'étape que tu dis de récolte d'adresse mail, ça, je l'ai pas faite. Et ça, c'est une erreur aussi. D'accord. Mais voilà, bon. C'était, Ok. on va dire, un petit test de mon côté. D'accord. Donc ça, c'est un truc que tu ferais différemment. C'est finalement la phase de teasing où tu récolterais plus d'emails et tu ferais plus de communication, plus de Une posts. phase plus longue, ouais. Phase plus longue, pardon. Ouais, ok. C'est ça. Euh, Quel asset marketing tu as créé? Tu nous as parlé d'une vidéo de campagne. C'est vrai que on l'oublie, mais quand on fait une campagne de crowdfunding, il faut une landing page qui va présenter ton offre, en fait, que tu vas proposer, ta marque, les bénéfices de tes produits, les éléments de réassurance. Enfin, finalement, une vraie page de vente, finalement. Et tu as besoin aussi d'assets marketing. Donc, ça va être des vidéos, une vidéo de présentation, des photos pour représenter tes produits ou ton offre, peut-être même des UGC. Qu'est-ce que toi, tu as Ouais. produit en fait, le temps de préparer la campagne? Alors, du coup, comme tu dis, c'est déjà la landing page Ulule. Ça, c'était toute une page qu'il fallait designer. Ensuite, il y avait j'avais de la chance, c'est que avant qu'on abandonne un peu le projet d'Armalia en 2021, on avait fait appel à un photographe et Ouais, du coup j'ai pu récupérer toutes ces photos. Donc ça m'a beaucoup aidé.
Ouais. Et après, j'ai testé un peu de faire un peu des photos moi, mais bon, la qualité, elle n'était pas celle d'un photographe, donc ça se voyait. Ça peut se voir, ouais. Mais pour tout ce qui est vidéo, j'ai beaucoup fait de vidéos un peu sous format UGC. Je me suis pas mal montrée en montrant voilà comme la fondatrice de la marque. Et, Oui, euh, et, euh, et ensuite, j'ai demandé aussi à un ami qui aujourd'hui est créateur UGC enfin au mois d'octobre, il était pas encore. Et je trouvais il passait très très bien en vidéo. Et il m'a fait aussi quelques contenus. Une copine aussi qui m'a fait pas mal de contenus aussi qui passe très bien en vidéo. Donc j'ai eu aussi un entourage qui m'a pas mal aidé, quoi. ouais. Ah, moi, j'ai vu les contenus, ils étaient top. Donc, tu avais des formats, je pense, interview, je sais plus comment on les appelle. Ouais, ah oui, c'est vrai. J'avais fait un interview style un peu podcast Oui, qui, je trouvais qui était pas mal on le voyait pas mal sur TikTok et Instagram. ouais, Donc ça, j'avais fait ça. Ça rendait pas mal. ok. Ensuite, comme je te disais, beaucoup d'UGC, beaucoup de carrousel sur TikTok parce que vers fin d'année 2022, là, l'année dernière, TikTok boostait pas mal les carousels comme c'était un nouveau format. Et du coup, Ouais, j'en faisais beaucoup. En fait, voilà. du jour du lancement de la campagne, j'étais à minimum un TikTok par jour. Ok, Et il y avait pas mal de carousels parce que justement, TikTok les boostait plus que ok. des vidéos. Donc, il y Ouais. avait ça comme contenu que j'utilisais. Et ta vidéo de campagne, tu peux me rappeler un peu comment elle était structurée? C'est-à-dire, c'était quoi un peu le message que tu as délivré? Comment tu l'as délivré? On sait que c'est quand même un gros atout. Par exemple, tu prends la marque Respire. Voilà, la vidéo de campagne était assez incroyable avec le storytelling de Justine Hutto. Donc, Et oui, justement, ben, moi, je me suis pas mal inspirée de plusieurs marques pour la vidéo. Je me suis inspirée justement de Respire, de 900 Care et de Inga. tu as pris les Donc plus gros. j'ai pris les plus gros et j'ai vu un peu les axes qu'ils mettaient en avant dans la vidéo. Et donc j'ai découpé les axes et je me suis dit, voilà, je vais utiliser ces axes-là dans quasiment le même ordre, mais par rapport à Darmalia. D'accord. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais l'introduction, faudrait que je retrouve exactement, mais j'avais l'introduction. Après, j'avais voilà, présenté le produit en action, donc montrer qu'il marche. La technologie, parce que moi, c'est des carrés en microfibre, et c'est la Ouais. microfibre, quand elle rentre en contact avec l'eau, qui permet de se démaquiller juste avec de l'eau. Donc, c'est une Oui. technologie un peu à préciser. Ouais. Ensuite, j'ai mis des avis clients sous forme de vidéo, donc 3 avis différents. D'accord. Et finir avec un CTA pour participer à la campagne. Hyper intéressant. Est-ce que la page de crowdfunding, elle est plus disponible? On est d'accord? On peut plus la revoir. Si, elle est disponible encore. Juste, on Ok. peut plus Le participer à la campagne, logiquement. Mais bien d'avoir le lien de la page, c'était d'avoir à partager. Comme ça, les gens qui nous écoutent pourront cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode en espérant que oui, bien sûr. le Je te la monteur donnerai après. Ok. Et puis, j'avais une autre question. Combien t'ont coûté la production de ces assets? Je pense pas que c'était un budget énorme, mais je veux que tu puisses me le dire parce qu'en fait, voilà, la première chose qu'une marque se dit quand tu dois produire des photos, des vidéos, des UGC, c'est ouais, ça va me coûter 10 000 euros, tout ça, j'aurais pas le budget. Si tu peux nous en dire plus là-dessus, sur le coup. Ben, en vrai, pour la production, juste pour la production du contenu, Ouais, la production. euh, ben, j'ai acheté une ring light. Je l'ai pas payé très cher. Je crois que j'ai payé ça 20 euros. Et après, avec mon téléphone, et c'est tout. Donc, juste pour la production, en vrai, j'ai pas eu trop de dépenses. Après, voilà, je faisais le montage avec CapCut et le sous-titrage CapCut ou un peu scène short. Hum. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que tu peux faire C'est... des belles choses, même enfin, tu avais quand même pas mal d'assets finalement, UGC, vidéo, photo. Et alors les photos, ok, elles dataient d'il y a un certain temps quand tu avais fait appel au photographe, mais je veux dire, globalement, au niveau prix pour la production des contenus, ce qui peut être un frein, à pas non plus débourser beaucoup au niveau du Ah non, portefeuille. non, c'est sûr. Après, voilà, c'est pas du contenu hyper qualitatif, on va dire, parce que peut-être par rapport à d'autres marques, euh, c'était moins, voilà, la qualité elle était moins là, mais c'était quand même, je restais dans les codes de la plateforme, que ce soit sur TikTok ou Instagram. Et il y a quelques contenus qui ont bien marché d'ailleurs, qui m'a fait gagner en visibilité, donc Ouais. ça reste correct. C'était quoi le contenu qui a le fait le plus de vues et c'était, par exemple? Sur
Sur TikTok, bon, TikTok, j'avais des attentes plus élevées que ce que j'ai eu. Je pensais qu'au moins, en postant au moins un TikTok par jour, j'avais au moins un TikTok qui allait exploser à plusieurs centaines de milliers de vues, voire millions de vues. Et ça Ok, n'avait pas été le cas. ok, Donc ça, j'étais un peu déçue. Mais la meilleure vidéo, elle avait fait 25 000 vues en organique. Bon, c'est pas énorme, mais c'est ok, déjà ça. ok. Donc sans payer. Et sur Instagram, tu faisais aussi autant de vues ou un peu moins? 10 000, j'avais fait en organique le meilleur sur Instagram. Ouais, c'est pas mal. Donc tu avais quand même pas mal de vues qui étaient faites via ces réseaux, encore une fois, de manière organique. Et tu avais Ouais, bah aussi. après, je te dirais la part de chaque réseau, Ouais, mais principalement, c'était Instagram et TikTok, organique. ouais, si tu veux, Parce on que peut en du parler. coup, Vas-y. Ouais. ouais, parce que en fait, à la base, quand j'avais préparé la campagne de crowdfunding, je m'étais dit, voilà, je vais mettre beaucoup de budget sur la campagne en Facebook Ads. Ok. Mais au moment de enfin, quelques semaines avant de la lancer, je m'étais dit, voilà, je n'ai pas envie de faire la même erreur que en 2021, où j'avais mis beaucoup de budget. Et finalement, voilà, j'avais pas non plus une trésor énorme. Bien sûr, Et, ouais. et je m'étais dit, voilà, je le teste en organique. Ça sera pas D'accord. la campagne la plus grande de l'histoire, mais au moins je le teste. Je relance un peu l'audience en disant que je suis de retour, même si c'est une audience existante. Voilà, je communique sur le fait que Darmalia est de retour. Et après, je lancerai une campagne payante, mais avec l'argent que généré de la campagne Ouais, de crowdfunding, quoi. Comme ça, je ne touche pas sur mon argent. d'accord. C'était l'idée. D'accord. Donc, tu l'as fait dans un second temps, vers le milieu ou la fin. J'ai testé un peu d'ads en remarketing, mais en fait, finalement, j'ai pas mis beaucoup de budget, quoi. Je m'étais dit, voilà, je vais pas faire. En fait, je m'étais dit, soit je mets beaucoup de budget bien, soit ça sert à rien que je mette un peu de budget comme ça Ouais, je comprends. euh, Ok. mal, quoi. Donc, en gros, le cœur de ta stratégie, c'était de miser sur l'organique avec TikTok, Instagram. Est-ce que LinkedIn, tu as vu quelque chose d'intéressant, sachant que c'était que ton profil perso? Ouais, bah si tu veux, je te dis, j'ai eu mon objectif, il était de 100 précommandes. Donc, tu vois, c'est un petit objectif. J'ai eu 122 précommandes à la fin. Bravo, ouais, bravo. Donc, c'est principalement de l'organique. J'ai fait un tout petit peu de ads, comme je te disais, en remarketing, Ouais, mais très peu. Donc, principalement, j'ai fait un peu un pourcentage. C'est 20% qui viennent de l'emailing. Donc, ma base existante, que j'envoyais des mails en disant qu'on est de retour. ok. 30%, c'est des connaissances ou de connaissances de connaissances. Donc, ça, c'est quand même une grande partie. Euh, Ensuite, 30% TikTok, donc en organique. C'était quand même une grande partie. 15% Instagram organique. Et 5% LinkedIn, c'est quelques participants, mais je l'ai quand même mis dans le bilan Ok. pour donner une idée. Donc, TikTok était plus puissant, 30%. Ok. Ouais, mais c'est là où j'ai misé le plus, parce que j'étais Ouais. de 1 à 3 vidéos par jour. Donc c'est quand même, sur le mois, ça me prenait pas mal de temps. Ah oui, sur le mois. Donc là, tu étais à facilement entre 30 et 90 contenus. Peut-être, on va C'est dire ça. 50. Ok. Ah, c'était énorme. Et tous ces contenus-là, tu les remettais sur Instagram aussi? Ceux qui marchaient le plus, ouais. Ceux qui marchaient le mieux, je les mettais sur Instagram. Ok. Et sur ta base mail, t'as mis quoi en place? Ben, en fait, j'ai suivi la strat que je t'ai dit tout à l'heure, donc le teasing, euh, hop, c'est là, voilà, teasing, lancement, post-lancement et fin de la campagne. Et à chaque fois, je faisais une série de mails. Donc, pour le teasing, c'était voilà, on sera bientôt de retour. Plusieurs mails avec ce message. Le lancement, D'accord. Darmaya est de retour. Plusieurs mails avec ce message. Ouais. Post-lancement, je disais voilà, oubliez pas, on est pour lancer la production, aidez-nous à lancer la production. Et après, fin de la campagne, voilà, plus que quelques jours pour participer à la campagne. Et d'ailleurs, c'est là que les résultats ont très bien pris. Si Ouais. tu veux, on fait un bilan de chaque étape pour dire à peu près les précommandes que j'ai eues. Ouais, tu Euh, peux me dire, donc, première étape. ouais, première étape, donc le lancement, j'ai fait 35 précommandes, donc 35% de l'objectif. Et comme je disais, c'est là que normalement, si tu fais une bonne phase de teasing, là, les 7 premiers jours, tu devrais atteindre 50% de ton objectif. Si tu as mis un gros objectif, mais par exemple, si tu mets un petit objectif, tu peux même facilement atteindre 100% de ton objectif à cette étape-là.
Mais voilà, la phase de teasing était très courte. Et aussi, j'ai pas mis de budget en publicité. Ouais. Donc, ça restait que de l'organique. Comment tu as fixé Et ton objectif? Excuse-moi de comment, t'interrompre. pardon? Excuse-moi de t'interrompre, je pense que c'est important. C'est comment tu as fixé ton objectif de base à 100? Est-ce que c'était. En Ouais, fait, je m'étais dit, si je veux, là j'ai un petit stock, si je veux avoir un peu plus de stock, il me faut au moins 100 précommandes pour repayer le stock derrière. Et ah, je d'accord. m'étais dit ça. D'accord, c'était plus par rapport à vraiment pour Voilà, pouvoir le premier stock. Ok. Donc, excuse-moi, tu disais que tu as fait 35% sur la première phase. Donc, c'est pour toi, c'est c'est la ça. première phase, c'est les 7 premiers jours. Les 7 premiers jours, ouais. Ok. Puis après, tu as la phase. Ensuite, j'ai stagné un peu pendant 10 jours, c'est la phase Ouais. un peu du milieu. Je suis restée pendant 10 jours à 39 précommandes. Donc là, c'était un peu la période plus calme, mais je m'attendais à ce stade, quoi, que ça allait se calmer. Et en fait, c'est là où ça a bien pris, c'est les 10 derniers jours où j'ai commencé à communiquer sur la D'accord. dernière chance. Donc là, c'est dernière chance pour précommander, pour pouvoir nous permettre de lancer la production. Ouais, je Et, comprends. et là, en 10 jours, j'étais passée de 43 précommandes à 122 précommandes. Ok. Donc seulement dans les derniers jours. Ouais, c'est intéressant. Donc là, t'es passé 43 à 122, mais ça s'est fait progressivement. Ou alors sur les 2 derniers jours, tu as fait, je sais pas, t'es passé de, j'en sais rien, 50 à 120. Et je dirais vraiment, ça s'est fait beaucoup sur les 7 derniers jours. Ok, d'accord. Et est-ce Ouais. que le dernier jour, tu as le souvenir en fait de la perf du dernier jour sur le nombre de commandes qu'il y a Le eu? dernier jour, l'avant-dernier, j'étais à 100 précommandes et le dernier, je suis montée à 122. D'accord, ok. Tu Ouais. avais déjà atteint l'objectif À peu l'avant. près, je crois. Ouais. Et est-ce que toi, dans la communication, tu disais, ah voilà, on est à 80, on est à 90, Ouais, on est à ça, 100, je tenais toujours au courant l'audience un peu sur Instagram et TikTok sur combien de c'est un petit précommandes on était. Et ça a créé pas mal d'engagement, même si voilà, c'est une petite communauté. Mais les gens disaient, allez, on y est presque. Ils repartageaient pas mal de réels. Ils repartageaient. ouais, En fait, ce ouais, qui est t'as eu bien, plus de c'est remarques. dans une campagne crowdfunding, je trouve que ça crée un peu ça solidifie un peu la communauté. Ça crée une communauté et je trouve que c'est pas mal. Je me dis ça, c'est à petite échelle pour un petit lancement, mais pour un gros lancement, ça peut donner du coup Ouais. des résultats encore meilleurs, quoi. L'aspect communautaire, il est grave important, comme tu dis, c'est que ben, tu te solidifies, tu développes ta communauté. Moi, ce que me disait Raphaël aussi, c'est que même si tu n'atteins pas ton objectif, en fait, derrière, tu as des gens qui vont avoir leurs produits entre les mains dans quelques C'est vrai. semaines, qu'il va y avoir du bouche à oreille, il va y avoir des gens qui vont le voir ou qui vont entendre parler. Donc, en fait, dans tous les cas, tu es un peu gagnant parce que tu as fait du marketing presque gratuit puisque enfin, non, c'est pas que c'est gratuit, mais tu finances ton stock derrière et ça te permet quand même d'avoir une première impulsion et ça t'évite de lever des fonds ou de mettre de l'argent de ta poche. Donc, ça, je trouve que c'est C'est super ça. cool. Il y a un vrai petit délai avant l'envoi des produits. Et ok, c'est intéressant. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté? Est-ce que tu disais que tu étais à 40, une quarantaine de précommandes, on va dire jusqu'à la toute fin presque. Est-ce que ces moments de doute t'ont fait changer ta stratégie ou est-ce que tu as maintenu le cap? Ouais, bah déjà, quand j'ai stagné pendant 10 jours à 39 précommandes, j'y croyais plus. Enfin, je me suis dit, je vais jamais atteindre les 100. Après, voilà, j'ai quand même continué à publier tous les jours et à me fixer les objectifs que je m'étais mise. Et après, ouais, c'est vraiment sur les 10 derniers jours, c'était trop bien. Voilà, même si c'est une petite campagne, c'était quand même cool de vivre tous les jours. J'avais des précommandes, ça augmentait et d'arriver jusqu'à 122, quoi. T'avais l'adrénaline. Bah, c'est vrai que moi qui avais suivi un peu le truc, je m'étais dit, c'est vrai que, ouais, la 40, ce que ça va vraiment se faire. Enfin, je n'ai pas forcément trop d'expérience sur les précommandes. Je sais que les gens achètent beaucoup en dernière minute. Donc, je pense que je t'avais dit, vas-y, pousse à fond, envoie des posts, envoie des pubs, envoie des emails. Ça, c'est vraiment important. Mais c'est vrai que c'est Ouais, à toujours ce dur. moment-là, j'ai lancé aussi la campagne en remarketing sur Meta. Ok. Et donc, ça, c'est une bonne chose parce que, enfin, tu sais, dans des situations comme celle-là, enfin, là, c'est vrai que c'était pas sur des gros montants d'investissement. Je fais encore une fois le parallèle avec Raphaël qui a fait, ouais, qui est passé sur le podcast. Il me disait, bah, en fait, comme nous, on voyait que la campagne se passait pas comme prévu, que ça coûtait beaucoup plus cher que prévu au niveau ads, on a baissé notre budget, on a baissé nos ambitions parce que c'était Et oui, moins fort que prévu. Bon, pour plein de raisons malheureusement, ils n'ont pas su contrôler à cause de la plateforme, du timing. Et toi, sur le coup, c'est vrai que c'était des montants moins importants, mais c'était quand même une stratégie
qui était assez dépendante de toi et de ce que tu allais poster, des emails que tu allais envoyer. Donc, tu aurais pu en fait te dire, OK, bon, maintenant je ralentis le rythme ou je continue pas ce que j'ai prévu. T'as pas ralenti, tu as gardé un peu le cap que tu avais prévu au départ. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ouais, c'est ça. Après, voilà, comme je te disais, il y a beaucoup de campagnes crowdfunding qui sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus intéressantes, je pense. Mais je trouvais intéressant aussi de partager un peu un petit projet, voilà, en montrant que c'est possible de faire des petits projets, même si c'est sans investir beaucoup et juste pour tester des choses. Surtout, voilà, que, comme je suis étudiante, ça me permettait de le faire à côté des études, à côté de l'alternance. Et ça, je trouve que c'est intéressant quand même. J'ai totalement oublié de te poser cette question-là. C'est du coup, tu as préparé cette campagne. Combien de temps ça t'a pris? Pendant combien de temps tu l'as préparé? Comment tu t'es organisé? Sachant que tu avais l'alternance chez DHH, je pense, qui est quand même assez costaud, plus les cours, plus les examens. Enfin, je pense qu'il y a souvent des. Ouais, bah, c'était une période assez intense, Ouais. mais en fait, c'est comme c'était mon projet, enfin, ça me plaisait de travailler dessus. Ah ouais. Ok. C'était surtout les 7 jours à l'école où on a travaillé tous les jours de 9h à 18h. Donc ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai fait toute la vidéo Ulule plus toute la landing page avec les gens qui m'ont aidé. Donc on était un groupe de 4. Ils m'ont pas mal aidé, donc ça c'est aussi grâce à eux. Et ensuite, après les cours, j'ai mis en place un peu toute la stratégie aussi par étapes qu'on a vu tout à l'heure. Enfin, on Oui. l'avait déjà mis en place, mais je l'ai revu. Ouais. Et ça m'a pris un peu de temps. Et après, le jour du lancement de la campagne, je dirais que j'étais environ 1h30 par jour après le DHS, quand je Ah terminais non, de travailler pour DHS. Voilà, je me mettais sur Darmalia et je dirais, ouais, je faisais 1 heure et après une demi-heure le soir, une demi-heure, entre 1h30, 2 heures ouais. par jour. En gros, tu arrives à concilier finalement travail, vie perso, famille, etc. avec le fait que tu lançais la campagne. Ok. Sachant que tu le faisais toute seule. Ouais, après, ouais, une copine aussi qui voulait se lancer dans la créateur UGC, mais elle Ouais. n'avait pas de contenu. Donc, je lui avais proposé, voilà, tu fais du contenu, comme ça, tu as un portfolio. Et je récupère le contenu. Donc, on avait vu ça ensemble et elle m'a pas mal aidé aussi pour le contenu. Voilà, j'étais pas toute seule dans le TikTok et Instagram, quoi. Bien sûr. Ouais, c'est ça, c'est que les contenus, tu avais une partie qui venait de toi et une autre partie qui venait de ton ami ou l'autre personne qui est devenue C'est créateur ça. ensuite. Ok. Ça Cool, m'a pas cool, mal aidé aussi. cool. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées de parler dans cette campagne de crowdfunding en particulier? Je crois qu'on a à peu près tout dit. Je regarde. Ouais, non, sur la campagne crowdfunding, je pense on a tout dit. Ok. Bah, si tu veux, on peut passer à l'après. La campagne, elle était en octobre, hein, si je te dis pas de bêtises. Octobre, ouais. Le 2 octobre, c'était le lancement. Et le 2 novembre, ça s'est terminé. C'est terminé, d'accord. Donc, tu as fait ça sur 30 jours. Bon, et après, il s'est passé quoi? Est-ce que tu as gardé cette traction sur ton site? Est-ce que tu as pu voir que des gens continuent à visiter, que tes actions marketing elles fonctionnaient mieux qu'avant? Parce que, bon, rappelons-le, il s'était plus rien passé pendant 2 ans, si moi je comprends bien, Ouais, avant le. ouais, ouais. Bah déjà, j'ai vu l'engagement des personnes des clientes, des anciennes clientes, qui étaient pas mal présentes aussi dans l'engagement des réseaux sociaux et l'emailing aussi. Et après, j'ai ralenti le rythme quand même au niveau des publications après la campagne parce que c'était quand même assez intense. Donc je Ouais, m'étais dit, je ralentis un peu et je faisais moins de contenu. Donc j'étais plus à un post par jour sur TikTok, par exemple. J'ai beaucoup ralenti. J'étais à 2 posts, je crois, par semaine. Donc j'ai bien ralenti au début. Après, j'ai fait une mini campagne Black Friday et Noël. J'ai fait une promo. Et, et là, je m'étais dit, voilà, j'ai repris un peu le même principe que la campagne de crowdfunding, un peu le lancement de la promo et la dernière chance de la promo, parce que j'ai vu que ça, c'est très fort quand même. un peu le début. Ouais, le début et surtout la fin de mettre voilà, plus que quelques jours pour profiter de l'offre, par exemple. Et ça, c'est quand même puissant. Donc, je l'ai remis en place pour le Black Friday et Noël. Et ça a bien marché. Après, encore une fois, j'avais mis un tout petit budget. Mais là, l'objectif, c'était de récupérer tout l'argent
générer, en fait, tout le chiffre d'affaires généré de la campagne crowdfunding et du Black Friday et de Noël pour une campagne là que je vais lancer là bientôt sur février. Ok, Donc, ouais, et là, je mettrai du coup sur du payant, mais avec un plus gros budget que si j'avais lancé ouais, avant, quoi. d'accord. Ouais, donc tu t'es dit, je préfère économiser au maximum en fonction des ventes que je fais sur la période Black Friday, Noël, pour pouvoir mettre un plus gros budget sur d'autres publicités. Et donc là, tu nous expliquais que tu allais le mettre en place. C'est sur quel canal et comment? Ouais, bon, donc là, ça sera sur TikTok Ads. Donc, Ok, en fait, ça sera du Spark Ads. C'est le principe, en fait, c'est du whitelisting. C'est le fait d'afficher ta publicité depuis le compte du créateur et non depuis le compte de la marque. Donc, ça se fait pas mal sur TikTok. Et en fait, ce qui est bien, c'est que l'utilisateur, quand il scrolle sur TikTok, il a moins l'impression que c'est une publicité. Et surtout, ce qui est bien, c'est que tu choisis des créateurs qui ont une certaine notoriété. Donc moi, par exemple, là, j'en ai choisi qui ont entre 20 000 et 70 000 abonnés. ça Donc va, la ça. personne, elle aura plus confiance et ça donne plus de notoriété que, par exemple, mon compte à moi qui a moins de 300 abonnés sur TikTok, quoi. Ok, Enfin, le compte d'Armaya. ouais. Et Donc, là, tu as déjà une idée du résultat que tu vas atteindre. Tu as un objectif précis en termes de chiffre d'affaires ou en termes de ROS? ouais, moi, je me suis dit, après avoir en fonction, mais je me mets l'objectif d'un ROS minimum de 2,5. D'accord, ouais. Donc, à voir. En fait, là, la stratégie, c'est que je récupère environ beaucoup de créateurs, donc 50 créateurs. 50. Euh, ouais. Parce qu'en fait, j'ai quelqu'un qui a fait cette stratégie, qui m'a partagé les résultats. Et je trouvais ça très intéressant. En fait, c'est de prendre énormément de créateurs, leur envoyer, donc faire du gifting, leur envoyer le produit gratuitement en échange D'accord. d'une vidéo. Ils postent la vidéo sur leur TikTok. Je récupère le lien Spark Ads. Je la booste en publicité. Donc, je ferai très simple une campagne d'acquisition, une campagne de remarketing. Et au bout de Ok. quelques jours, je vais déjà voir quelle vidéo performe bien, quelle vidéo performe pas. Donc, je vais couper tout ce qui performe pas et je vais laisser le budget que sur les vidéos qui marchent bien. Et après, donc augmenter le budget sur ce contenu. Ouais, Donc là, c'est c'est la hyper logique, stratégie. hein. C'est hyper logique. C'est comme si tu testais des créas, sauf que là, tu testes des vidéos de créateurs. Et eux, en fait, tous te disent oui pour la vidéo. Enfin, comment ça se passe à ce niveau-là? Donc là, en fait, déjà, j'en ai contacté 50 et j'en ai à peu près 20 qui ont validé, qui m'ont fait un retour. Donc il faut se dire qu'il faut en contacter beaucoup pour... Enfin, ça veut pas dire que tout le monde va accepter déjà. Et après, oui, ils acceptent parce que moi, en fait, ils sont aussi gagnants parce que je booste leur page. Leur Donc ça page, ouais. leur fait gagner aussi en visibilité. D'accord. Donc, tu Donc avais un mail type ou un message que tu as envoyé qui était salut, je te propose un ouais, partenariat. dans le message type, ce qui est important, je trouve, à mettre en avant, c'est de personnaliser un peu le message et de Ok. lui dire, voilà, par exemple, j'adore, je sais pas, ton humour, voir un peu si ça correspond au profil. Moi, par exemple, je suis pas mal sur TikTok, donc si je découvre quelqu'un à partir d'une vidéo, voilà, je vais lui dire, je t'ai découvert avec cette vidéo, donc personnaliser un peu le message pour Hmm. pas faire un copier-coller parce que la personne va voir tout de suite que c'est un copier-coller et ça donne un peu moins ce sentiment d'importance, on va dire. C'est vrai. Et donc, je personnalise le message, j'envoie et après, c'est des échanges. Après, on échange par mail. Il y a un brief. Je fais un peu des tests. Il y en a certaines, j'envoie un script. Il y en a certaines, je les laisse libres. Là, c'est plus une phase de test pour voir qu'est-ce qui est le mieux. Oui. Et voilà, après, pour l'instant, j'ai une dizaine de personnes que c'est vraiment validé, que j'ai déjà Ouais. envoyé le colis. Ok. J'en ai 30 qui sont en cours. Et là, Ok. j'en contacte un peu tous les jours pour que D'accord. j'arrive vraiment. En fait, j'ai un objectif entre 30 et 50 créateurs. Je vais voir D'accord. ce qui est faisable. Ils vont faire une vidéo. Et une fois que la vidéo sort, là, tu te dis, boum, je passe en Spark Ads s'ils ont donné l'autorisation. Et tu lances au fur et à mesure ou est-ce que tu lances tous en même temps? Je vais les lancer tous en même temps sur février là.
D'accord, intéressant. Ok, à voir. Moi, je me posais la question justement si en fait tu faisais au compte-gouttes, en fait, t'en mettais une, puis après, semaine suivante, t'en mets Mais en trois, fait, quatre. je vais voir en fonction aussi de quand j'ai la vidéo. Mais la stratégie que je suis, c'était une personne qui l'a fait et il me disait qu'il avait mis tout en même temps. D'accord, Mais ok. à voir aussi si je vois que c'est mieux de mettre D'accord. moins de vidéos. J'adapterai aussi en fonction des résultats. Ouais, je comprends. Et le budget, c'est un budget par vidéo ou un budget de campagne? Budget de campagne. Budget de campagne. Ok, d'accord. Ok. Et lui, il mettait 50 vidéos en même temps dans sa campagne ou alors c'était plutôt. Il mettait à peu près, il m'avait dit 30 dès le début, mais après il coupait. Ça paraît bizarre parce que c'est vrai que nous, Ouais, en Facebook Ads, on met beaucoup moins, on met 5 maximum par ad set. bien sûr, ouais. Mais il me disait, voilà, il m'avait montré les résultats et ouais, il lui en mettait beaucoup d'un coup. Et après, vraiment, en fait, dès les 5 premiers jours, tu vois directement celle qui marche et celle qui marche pas, en fait. Et, tu coupes. Après, le but, c'est pas de rester 30 sur tout le mois, quoi. C'est de réduire au fur et à mesure. Je comprends. Ok. Après, Non, peut-être, je pense que je commencerai avec peut-être une dizaine. Après, une fois que tu coupes, il faut vite réajouter. Donc, ouais, je comprends. c'est Et plus ça, pour cette logique aussi. et ça demande quand même d'avoir un bon pixel, bien entraîné, bien installé et tout. Donc, c'est encore C'est une autre. vrai. Ok. C'est vrai. Donc, je sais pas, c'est un nouveau challenge. On verra. En plus, je documente tout sur LinkedIn. Donc, C'est vrai? Ah ouais, d'accord. ouais, pour suivre les résultats, j'en parlerai. Même Ah, si ok. que ce soit Ouais, une nickel. réussite et une défaite, je me suis dit c'est intéressant de De le partager. documenter. Donc Intéressant. voilà. Super. Bah, écoute, on peut mettre ton compte LinkedIn dans les notes de l'épisode. Est-ce qu'il y a d'autres projets que tu as dans le futur pour ta marque d'Armalia? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé sur les prochains mois ou prochaines années. Bah là, le projet, c'est celui-là. C'est cette campagne de Spark Ads sur TikTok. Développer, ouais, En fonction des résultats, après, j'aimerais bien développer d'autres produits. bien sûr. Parce Et que là, tu es sur un monoproduit. Tu es sur ouais, le juste. là, je suis un monoproduit. C'est Ok. ça. Ok. J'aimerais bien développer d'autres produits. Je sais pas, avoir un peu en fonction des résultats de cette campagne. Ok. Tu as déjà des idées de produits ou t'es plutôt dans une logique de réflexion Euh, encore? je suis encore en réflexion. J'ai quelques idées, mais je suis en train de voir. Ok. Ok. Parfait. Moi, j'ai vu tous les sujets que je vais voir avec toi. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu voulais peut-être aborder rapidement sur peut-être ton parcours ces derniers temps, sur le crowdfunding, sur ce que tu prévois ensuite? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, je pense qu'on a fait le tour. Après voilà, comme je me répète un peu peut-être, mais je pense que ça m'a fait plaisir un peu de faire un podcast sur ce sujet, plus dans le sens où même si c'est pas une grande campagne, c'est plus histoire de partager ce qu'on peut faire aussi à côté d'un travail ou à côté des études, sans forcément beaucoup de budget. Et bon, c'est pas des résultats extraordinaires non plus, mais c'est euh, c'est faisable, quoi. Donc ça, Ouais, je trouve c'était que j'aime bien comme tu le dis parce que je pense qu'on a, en tant qu'entrepreneur ou jeune entrepreneur, en fait, on a un complexe de se dire il faut absolument que ce soit exceptionnel pour être fier d'en parler autour de soi, pour être fier de faire un podcast, pour même soi-même en fait avoir suffisamment d'estime de soi pour se dire que c'est super. Mais en vérité, moi je trouve que enfin, moi si j'avais fait une campagne de crowdfunding à 22 ans et que j'avais vendu 150 produits, j'avais ensuite fait des TikTok ads ou des Spark ads et en plus que c'est une marque que j'ai créée de zéro, que je sois seul avec des amis, je serais très fier de moi. C'est juste que je comprends ton point, comme quoi on se dit, ouais, par rapport aux autres ou par rapport aux gros que tu as cités, Inga, 900Care, Justin Hutto, mais qui sont pas du tout des débutants, euh, oui, ça peut paraître petit, mais moi je trouve que c'est une super réussite. Donc bravo, c'est pour ça que je te mets sur le podcast. Et même, je prends aussi Raphaël de Bloom Paris. Pareil, leur campagne de crowdfunding, ils avaient une grosse ambition. Je pense qu'ils ont fait à peu près la moitié ou voire un tiers, je suis même pas sûr, de leur ambition de vente sur les US. Mais je trouve que c'était quand même une super histoire parce que bah, se lancer sur le marché US en tant et que oui, c'est marque, sûr. comme toi, quand tu te lances en tant que jeune étudiant, il y a plein de choses que tu sais pas. Bah, c'est pareil pour eux, il y a plein de choses qu'ils savaient pas. Ils l'ont quand même fait, ils ont appris des choses et derrière, bah, tu as quand même eu un résultat qui leur permet d'avancer, de continuer en fait dans leur chemin, tout comme pour toi. Donc j'espère qu'on pourra en sortir des extraits de ce que je viens de dire là, parce que franchement, je trouve en France en tout cas et dans notre culture aujourd'hui de la réussite, il y a tellement de
de pression et de complexes qui viennent du fait qu'on voit sur les réseaux. En fait, on voit C'est que vrai. ceux qui ont réussi. Tu vois, ceux qui ont raté ou qui n'ont pas eu un résultat incroyable, ils n'osent pas le dire parce qu'ils disent bah, c'est Ouais. pas assez par rapport Mais aux c'est autres. pour ça que je trouvais intéressant de le partager ici sur le podcast parce que voilà, c'est vrai que on voit beaucoup de grosses réussites et c'est ce qui est le plus intéressant aussi. Hein, faut pas, même moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais je trouve que c'est bien aussi de partager des petites réussites, voilà, à côté, comme je disais, d'études ou d'un travail, que C'est ça ça. reste faisable, quoi. Ouais, non, Mais je c'est pense qu'il y a. plus, Oh, vas-y, je t'en ouais, prie. ouais, non, je disais, c'est plus une histoire un peu de si tu as quelque chose qui te passionne ou quoi, que moi, par exemple, le e-commerce, ça me passionne vraiment. Ouais. C'est plus, je le vois même pas comme forcément un travail, enfin si, comme quelque chose qui me demande des efforts pour le faire, quoi. Bah, Mais c'est plus quelque chose qui me passionne, quoi. ouais, c'est aussi un bon point. Enfin, encore une fois, ça peut paraître cliché, mais enfin, moi, perso, quand j'ai commencé dans ce que j'ai commencé à faire, donc le marketing digital, c'était purement par passion. Donc moi, c'était plutôt logique de création de contenu, donc on va dire créateur. Bon, à l'époque, on parlait pas de créateur, on parlait d'influenceur, on parlait de blogueur ou de personal branding. C'était un peu les termes qui Oui, oui. revenaient. Bah, c'était voilà, je produisais du contenu sur la forme écrite, un blog. Au début, tu avais 100 visiteurs par mois ou par semaine, je sais plus exactement. Puis après, tu en avais 1000, puis après 5000, puis après 10 000. Et à la fin, ben, j'ai fini par avoir des gens qui demandent mes Des services, services. Eh oui, et du conseil, de la formation et de la gestion de campagne. Là, je te parle, j'avais 24 ans. Puis après, à 25 ans, ça commençait à prendre forme et en encore activité plus. client. Et à 26, dans lesquels tu travailles. Donc, en fait, au début, ça part toujours d'une passion, d'une envie. Comme tu dis, c'est pas un truc. Enfin, c'est un truc que tu fais sur le côté. Enfin, moi, je le faisais sur le côté Ouais. en plus dans mon du contrat que j'avais chez Bico, qui est une startup. Donc, tu vois, et après, j'étais plus dans la startup, donc je le faisais en plus de recherche d'emploi. Donc, je croyais tellement. C'est pas que je croyais pas. Je me disais, ça allait prendre tellement de temps avant que ça prenne forme. Enfin, dans ma tête, je me dis, ouais, peut-être qu'à 26, 27 ans, tu pourras réellement te lancer en tant qu'indépendant ou lancer une entreprise Eh ou un oui. business. Et je l'ai fait genre 6 mois plus tard. Donc, en fait, même, même, euh, même soi-même en tant que personne, quand on démarre un Tu projet peux pas entrepreneurial, forcément savoir, ouais. savoir. Et donc, du coup, il n'y a pas de grand, de petite réussite, c'est juste un cheminement et c'est quelque chose que tu fais sur le côté parce que ça te passionne, parce que tu vois même pas comme du travail. Et puis après, ça devient vraiment ton travail parce qu'il y a une pression, il C'est y a de ça. l'argent. Et dès que l'argent rentre en jeu, ce que je dis tout le temps, c'est que quand il y a de l'argent, c'est plus seulement un hobby ou une passion, c'est un business. Donc oui, tu peux C'est sûr. l'entretenir en ayant une passion, en ayant de l'envie, en ayant d'autres facteurs, motivation externe et interne aussi. Donc motivation Mm. externe, ça peut être l'argent, ça peut être la popularité. Et interne, ça peut être la croissance personnelle, ça peut être l'envie de se dépasser, ça peut être le fait de remplir une mission qui te tient à cœur. Et ces deux drivers te permettent de continuer d'avancer malgré le fait que tu as une certaine pression, puisque ça devient une activité Ça génératrice change, de ouais. C'est ça sûr. change. Ça peut plus te permettre de te planter. Donc voilà, là, tu as l'occasion, C'est en fait, sûr. si tu ratais la campagne, c'était pas la fin du monde, tu continuais tes études et ton activité, enfin, et l'alternance chez nous. Mais là, peut-être qu'un jour, ça deviendra ton activité principale. Est-ce que c'est ce que je souhaite? Oui, là, ça changera, c'est sûr. Mais bon, tu as d'autres côtés positifs, comme le fait de vivre de ton activité. Ouais, c'est Et, ça. C'est ça. donc, Donc là, il y a des points là, positifs et négatifs dans les deux. exactement. Là, tu es dans la phase où tu apprends, tu découvres, tu as des petites C'est réussites ça. comme enfin, entre guillemets, bien sûr. Et tu verras ce qui se passera dans le futur. Mais bravo en tout cas pour ça, pour ce message. Ça me fait plaisir en tout cas de pouvoir l'aborder avec toi parce que c'est comme ça, tu vois, que je le voyais quand j'ai voulu faire ce podcast. C'était à la fois raconter quelque chose que tu as mis en place en tant qu'étudiante alternante, seule, faut le rappeler, avec des amis bien sûr, mais on se comprend, le projet tu le portais seul, Oui, oui. sur le côté, donc c'est-à-dire le soir, le week-end. Et il y a quand même eu, je pense, un très bon résultat avec 120 précommandes, donc bravo encore. Ben, merci aussi de me donner l'opportunité d'en parler, donc c'est super. Merci Elisabetta. Je sais pas si tu veux donner le mot de la fin pour peut-être ceux qui veulent te retrouver et communiquer avec toi. Hein. Je pense que tu es quelqu'un aussi Bah, actif si, sur maintenant. si jamais vous voulez changer, c'est avec plaisir sur LinkedIn. Je sais pas si tu mettras mon Ouais. lien On dans peut la mettre description. tous les liens que tu veux. Donc, si tu veux en donner plusieurs, tu peux. Allez, bah, ce serait avec plaisir. Ok, LinkedIn et je pense qu'on mettra aussi l'adresse de la page du crowdfunding et de ton site d'Armani. Ça Yes, va? je t'envoie ça de suite. Merci à toi. Passe une bonne Allez, journée. Salut. bonne journée, salut.